Bonjour à toutes et tous. On va faire un petit live improvisé aujourd'hui sur les formulations positives. Alors on va attendre que vous vous connectiez. Donc je suis très content, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de live sur TikTok, donc je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc on va attendre que tout le monde se connecte. Je vais vous poser les questions d'usage. Est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que vous me voyez bien ? Bonjour Floriane. Est-ce que donc le son et l'image sont bons pour vous ? Bonjour Ninou. Merci de prendre le temps de vous connecter. Oui, très bien Ninou, très bien, parfait. On va attendre un petit moment que tout le monde puisse nous rejoindre. Donc je viens de poster une vidéo sur la formulation positive en éducation. On va aborder ce sujet rapidement pendant ce live. Déjà, je vais vous poser la question, est-ce que vous savez de quoi il s'agit ? Est-ce que vous savez ce qu'est la formulation positive dans l'éducation ? Bonjour à toutes et tous, vous êtes en train de vous connecter. Donc je répète la question, est-ce que vous savez ce qu'est la formulation positive en éducation ? Voilà, exactement, Margot. Oui, éviter le ne pas. Éviter le ne pas parce qu'un enfant a du mal à inhiber mentalement ce qu'on va lui dire. Par exemple, quand on va dire « ne touche pas à ça », l'enfant va avoir du mal à imaginer l'acte de toucher et supprimer cet acte de toucher. D'ailleurs, c'est aussi valable pour nous adultes, hein, quand on formule les choses négativement. Alors, on connaît tous la phrase célèbre « ne pensez pas à un éléphant rose », bah, là, en fait, vous allez y penser à cet éléphant rose. Donc, pour les adultes aussi, c'est valable. Formuler positivement les choses, dire ce qu'on attend, c'est préférable que de dire ce qui est interdit ou ce qui n'est pas autorisé. Donc, alors, cette formulation positive, et c'est vraiment la difficulté, on va voir des exemples tout à l'heure, c'est de prendre cette habitude de formuler les choses positivement parce que nous-mêmes, en tant qu'enfants, on a peut-être reçu des injonctions négatives de cette manière-là, c'est-à-dire il est interdit de faire ça, ça c'est pas à faire, etc., etc. Et on se retrouve avec plein d'interdits en tête qu'on va reproduire nous en tant que parents. Donc aujourd'hui, on va voir comment transformer certains de ces interdits et déjà se rendre compte d'où viennent donc ces habitudes de formuler les choses négativement. Coucou Dorothée. Oui, Dorothée, en effet, c'est un live et je vais faire ça de manière plus régulière maintenant. J'en avais fait déjà il y a longtemps des lives, donc on va reprendre ça sous forme de mini-live où on va aller à l'essentiel. Et là aujourd'hui, le sujet, c'est la formulation positive. Donc vous êtes autorisé et donc vous avez le droit de poser des questions. D'ailleurs, quand je vous dis ça, je suis en train de faire de la formulation positive. Et donc, on va répondre à des points particuliers par rapport à ça. La formulation positive permet de mieux collaborer avec les enfants, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. C'est-à-dire que l'enfant comprend mieux quand on lui donne des règles et quand on lui donne des consignes, plutôt que quand on lui dit ce qu'il est interdit de faire. Donc, alors bonjour, quand vous parlez d'enfants, c'est jusqu'à quel âge ? Eh bien, en fait, la formulation positive est valable pour les enfants de n'importe quel âge, pour les ados et pour les adultes. En fait, on comprend mieux quand on nous dit les choses clairement, c'est-à-dire en nous disant ce qu'on attend de nous, plutôt que de dire ce qui est interdit. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que l'enfant et le cerveau de l'enfant est immature, et cette partie du cerveau, le cortex préfrontal qui est ici, c'est cette partie qui met le plus de temps à se développer chez l'enfant. Et d'ailleurs, même à l'âge adulte, elle n'est pas encore tout à fait opérationnelle, cette partie du cerveau, puisque sa maturité, sa fin de maturité, mais bon, c'est une moyenne, c'est entre 25 et 35 ans. Donc autant dire que les enfants ont vraiment un cerveau qui est très immature. Et les parties supérieures du cerveau, c'est ce qui permet justement à l'enfant de comprendre la négation. Donc quand il est tout petit, eh bien, il ne va pas comprendre ne touche pas, ne fais pas ça, etc. En plus, quand on va dire ce genre de choses, l'enfant va peut-être pas comprendre ce qu'on est en train de dire. Il va donc surtout écouter l'intonation. Bon, peut-être qu'il va s'arrêter de toucher à un truc parce qu'on lui a dit c'est interdit de toucher à ça.
mais peut-être parce qu'il va s'arrêter parce qu'il a eu peur et qu'on a dit ça de manière ouais, il faut arrêter de toucher à ça. Et donc l'enfant, par peur, va arrêter. Il ne va pas comprendre pourquoi il ne faut pas toucher et surtout ce qu'il pourrait faire à la place. Alors ma fille de 21 mois est en pleine phase d'opposition. Alors, on va y revenir peut-être tout à l'heure, mais phase d'opposition, c'est pas une phase d'opposition, c'est une phase d'affirmation. L'enfant, à partir de 2-3 ans, enfin entre 2 et 3 ans, il va rencontrer une période où il va se rendre compte qu'il est indépendant de son parent et qu'il a besoin justement de son autonomie. Et justement, quand on a été habitué à avoir un enfant qui est plutôt docile, obéissant, parce qu'il était très dépendant de nous, là il commence à gagner en autonomie, et donc on va l'aider à développer cette autonomie. Et justement, les règles et les formulations positives peuvent lui permettre de gagner en autonomie. On va aussi lui proposer des choix. Tiens, tu préfères faire ça ou comme ça. On va aussi le mettre à contribution, notamment dans les tâches à la maison, pouvoir nous aider à plier le linge. Alors plier peut-être pas, c'est un peu compliqué au niveau de la motricité, mais ranger le linge, passer un petit peu de, comment dire, une éponge quelque part. Enfin bref, on va pouvoir l'aider à développer son autonomie, à se rendre utile. Et ça, on peut commencer effectivement aux environs de 2 ans. Et ensuite, bah, justement, ce besoin de faire par lui-même, de faire seul, cette phase d'affirmation sera simplifiée. Donc attention au vocabulaire qu'on emploie. Parce que quand on se dit phase d'opposition, bah, on va se retrouver à se dire bah, l'enfant il est opposé à moi, donc on va être stressé et peut-être que justement on va avoir des réactions qui seront un peu trop agressives ou violentes, des réactions de défense, alors qu'en fait non, l'enfant il aspire qu'à une chose, c'est qu'il gagne en autonomie, on peut l'aider à faire ça, donc là il essaye de s'affirmer, et tant mieux qu'il s'affirme, parce que plus tard ça va l'aider au niveau de son estime personnelle, donc on va l'aider à s'affirmer, et on va lui proposer des choix, comme je le disais, on peut lui montrer ce qu'on attend de lui, et on peut surtout s'amuser à faire les choses avec lui. Alors oui, je crie souvent, je suis épuisé, je m'en veux. Je suis désolé de lire ceci. Oui, le boulot de parents est très contraignant. On est mis à rude épreuve en termes de besoins essentiels, hein, sommeil, on a une fatigue qui s'accumule, on a aussi des émotions à fleur de peau, donc oui, c'est compliqué. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est que c'est pas évident, mais essayez de prendre soin de vous et essayez de trouver des supports et des soutiens autour de vous. Ça peut passer par des groupes dans lesquels vous pourrez parler, ça peut passer par des PMI, vous pourrez peut-être avoir des conseils, ça peut passer aussi par, bah, si vous êtes en couple, par un conjoint ou alors de la famille qui pourrait vous aider à souffler un peu. Et oui, donc les cris sont relatifs à du stress. On crie parce que nous sommes stressés. Alors évidemment, après, on regrette parce que l'enfant a eu peur, on a bien vu dans quel état émotionnel il a été. On peut s'excuser, on peut lui présenter des excuses, et on peut surtout, comme je le disais, mettre en place des choses qui nous permettent de réduire notre stress. Alors, on revient sur cette idée de formulation positive, si vous le voulez bien. Si vous voulez mieux collaborer avec votre enfant, il est préférable de dire ce que vous attendez. Par exemple, je vais vous mettre à contribution. Votre enfant peut-être jette des choses. Et bah, vous en avez peut-être un peu assez qu'il jette des choses. Alors déjà, premièrement, l'enfant peut jeter pour différentes raisons. Il peut jeter parce qu'il est en pleine exploration du monde. C'est un véritable scientifique, votre enfant. Donc quand il va jeter, bah, il va analyser ce qui va se passer. Il peut jeter aussi par impulsivité, quand une émotion va le déborder, quand le stress va le déborder, votre enfant va jeter. Et dans ce cas-là, on peut agir, on peut lui dire stop pour arrêter son geste, et on peut surtout lui dire ce que nous attendons de lui. Donc par exemple, ne jette pas, ça pourrait devenir quoi? Comment on pourrait transformer cette phrase ne jette pas en une phrase plus positive, et comment transformer ceci en règle? Je vous pose la question. Alors voilà, par exemple, Margot, la télécommande reste sur la table. On va décrire ce que nous attendons. Ou alors on peut dire, bah, tes mains restent le long de ton corps, par exemple. Ou cet objet reste dans ta main. Donc on va lui décrire ce que nous attendons. Et par rapport à tout cela, donc encore une fois, s'il s'agit d'une impulsivité, on pourra stopper le geste en disant stop, ou alors l'arrêter physiquement, doucement bien sûr, hein, sans apeurer l'enfant, sans lui faire mal. On peut stopper le geste de l'enfant. Bon, bien souvent on est à distance, donc on ne peut pas le faire, mais on peut déjà d'un stop, on peut lui dire d'arrêter son geste. Stop est préférable que non.
ce n'est pas parce qu'on ne doit pas utiliser le nom, c'est pas ça le problème. On peut utiliser le nom et c'est conseillé d'utiliser le nom, mais on utilise le nom pour de nombreuses situations. Et en fait, pour arrêter un geste, c'est bien d'avoir une autre dialectique et de dire plutôt stop. C'est beaucoup plus clair, en fait. Donc le nom, on l'utilisera dans d'autres circonstances, mais pour arrêter un geste, moi je vous conseille plutôt d'utiliser stop. Sachant que si l'enfant est en pleine impulsivité, et bien du coup, il va avoir quand même du mal à écouter ce qu'on lui dit. Quand il est en pleine impulsivité, ça veut dire qu'il est débordé par ses émotions et son stress, et il n'est pas capable d'écouter ce qu'on lui dit. Par contre, il va peut-être noter le geste que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire ceci, stop, et le fait de l'entendre de manière récurrente, il va comprendre que lorsqu'on lui dit ça, il doit arrêter son geste, donc c'est qu'il y a un comportement qui n'est pas acceptable. Merci Minidoc pour vos encouragements. J'espère que oui, ce live vous plaît. Merci à vous. Alors, quand il y a une mise en danger, évidemment, on va protéger l'enfant et on va effectivement lui dire stop. On ne va pas prendre du temps pour réfléchir à une formulation positive ou quoi que ce soit. On arrête. On appelle ça effectivement de la fermeté, parce que de toute façon, nous, on va réagir comme ça avec une sorte d'impulsivité, une réaction instinctive pour protéger l'enfant. Donc évidemment que nous allons l'arrêter, l'enfant, sans lui faire mal, évidemment, mais ça sera ferme, et on va lui expliquer pourquoi on l'a arrêté, parce qu'il y avait un danger, etc. Donc évidemment qu'on ne va pas prendre le temps de réfléchir, de formuler des phrases à rallonge ou quoi que ce soit. Donc on arrête l'enfant quand il est en danger. Alors, on va dérouler un petit peu encore, si vous voulez. Alors, comment dire si je ne veux pas qu'il prenne sa tablette? Ah! Alors, les tablettes, c'est encore un autre problème. On est dans une sorte d'addiction par rapport aux écrans. Les écrans sont très stimulants pour les enfants et activent ce qu'on appelle le circuit de la récompense dans leur cerveau. Ils vont ressentir du plaisir à utiliser les écrans, notamment de la dopamine qui va se sécréter. Et lorsqu'on dit à un enfant d'arrêter de toucher un écran, c'est compliqué. Donc déjà, arrête d'utiliser l'écran, c'est une formulation négative. Donc on va plutôt être dans une formulation positive, on va lui dire, et on va lui expliquer ce que je viens de dire là. Je sais que quand tu es sur un écran, c'est compliqué pour toi de t'arrêter, et on va pouvoir mettre en place quand même des choses, notamment lui demander avant qu'il puisse utiliser un écran, lui dire ce qu'il a prévu et ce qu'il voudrait faire après avoir utilisé l'écran. Mais si vous voulez bien, pour les écrans, on va consacrer un live en totalité, parce que j'ai tellement de questions sur le sujet qu'il vaudra mieux les aborder en live, et comme ça vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, et peut-être même que je me ferai assister de quelqu'un qui pourra nous donner d'autres conseils aussi sur les écrans. Mais déjà, pour les écrans, l'enfant va ressentir du plaisir à les utiliser. Donc quand on lui dit arrête ça, c'est comme si on le privait de ce plaisir, et forcément il va avoir une réaction de frustration qui va être importante parce qu'il n'est pas capable de pouvoir se réguler. Il est trop petit, notamment avant 6-7 ans, il a beaucoup de mal à ça. Et même après, les écrans sont très addictifs. Même pour nous, adultes, on a du mal à détacher nos yeux des écrans. Alors pour les enfants, autant dire que l'addiction se met en place assez rapidement. Donc ils sont captivés par ces écrans et ça leur fait ressentir du plaisir. Donc le fait d'arrêter d'un coup le plaisir, eh bien, ça crée de la frustration. Donc autant accompagner ça de manière progressive, et même donner à l'enfant les clés de son organisation. On pourra lui donner un timer, donc c'est un chronomètre, c'est lui qui va l'activer pour ses écrans. On pourra aussi lui donner peut-être un sablier qui lui permettra de pouvoir savoir que toutes les 10 ou 20 minutes, il faut qu'il fasse une pause par rapport à ses écrans. Mais c'est lui, et vous voyez là, ce sont des règles, c'est lui qui va suivre les règles. Donc plutôt que de dire il est interdit de toucher l'écran ou quoi que ce soit, on va transformer ça en règles. Alors du coup, c'est intéressant de pouvoir parler de ces écrans comme ça. Alors le mien dès le matin, c'est je veux la télé. Et oui, parce que c'est ce que j'évoquais, la télé est stimulante, la télé déclenche du plaisir chez l'enfant, et forcément, c'est compliqué de pouvoir se dire je fais autre chose que ça. Donc par rapport à la télé, même système. Donnez les clés à l'enfant, c'est-à-dire que vous allez lui donner un sablier, vous allez lui donner un timer pour qu'il active ceci, et c'est lui qui va petit à petit s'auto-réguler. La télé, c'est le même système, et justement, on va établir avec l'enfant une liste d'activités qu'il aime faire. Et la télé, hors télé, je veux dire, hors écran. Donc l'enfant va peut-être dire, voilà, j'aime bien faire des puzzles, j'aime bien jouer à ça avec toi, j'aime bien faire ci, j'aime bien faire ça. Et cette liste, en fait, l'enfant va l'avoir toujours en visuel, et pourra savoir, et pourra s'y référer si jamais il
envisage d'avoir des activités qui lui procureront du plaisir. Cette liste-là, c'est ce qui lui plaît. Et il ne peut pas y avoir que les écrans, justement. Il y a beaucoup d'activités qui vont lui plaire. Et souvent, ce sont des activités aussi qui vont être en collaboration avec lui. Ah, il y a beaucoup de coupures. Ah, je suis désolé. Euh, Est-ce que c'est pareil pour tout le monde? Est-ce que vous avez des coupures par rapport à ce que je suis en train de vous dire? Alors, par rapport aux formulations positives, on va continuer. Donc là, on évoquait le fait de dire ne jette pas, qui est difficilement compréhensible par l'enfant, surtout qu'il a donc des expériences à faire, c'est un petit scientifique, et le fait de formuler négativement les choses n'est pas compréhensible pour lui. Donc on va lui dire, par exemple, cet objet reste dans ta main, ou encore, est-ce que tu te souviens de la règle avec cet objet? Donc une règle qui aura été établie avant, en disant, ben voilà, on a le droit de jeter, par exemple, cette boule en mousse ou quoi que ce soit, uniquement dans ce périmètre-là. Ça, c'est ton périmètre de jeu. Est-ce que tu as compris? On va lui demander à l'enfant, est-ce qu'il a compris? Et on va peut-être même faire des jeux de simulation avec lui. Tu vois, si je me mets en dehors de cette zone, eh bien, je ne peux pas jeter la balle. Et là, du coup, on va dire, je ne peux pas jeter la balle, c'est la formulation négative. L'enfant va avoir du mal à comprendre, mais on va lui montrer ce qu'on attend. C'est-à-dire qu'en dehors de cette zone, j'ai le droit de faire ceci, ceci, ceci. Vous voyez, on est en train de transformer ce qu'on interdit en quelque chose qui est autorisé. Et pour l'enfant, c'est plus facile ainsi, il connaît les règles, et on va lui rappeler bien entendu, parce que c'est pas en un jour que les règles sont acquises, donc on va lui montrer, on va lui répéter, on va peut-être mettre en place aussi des affiches où il va pouvoir se voir en train de faire les choses, parce que ça aussi c'est intéressant, le fait qu'il se visualise en train de faire les choses. On l'aura pris en photo préalablement, en train de ranger ses jouets par exemple, ou en train d'enlever ses chaussures en rentrant de la maison. Et ces affiches, vous pouvez les mettre, vous pouvez les disposer dans votre appartement, dans votre maison, dans les lieux où vous souhaitez que les règles soient appliquées. Et l'enfant va donc pouvoir les regarder et appliquer ce qu'il a vu, puisqu'en plus c'est lui qu'on aura pris en photo en train de le faire, et progressivement cet apprentissage des règles sera mis en place. Alors l'hyperactivité, Tchatchage, on y répondra plus tard parce que c'est très spécifique au niveau de l'hyperactivité. Donc on y répondra plus tard. Là, je voudrais vraiment qu'on se concentre sur la formulation positive. Ne cours pas. Comment vous transformeriez ça pour que l'enfant puisse comprendre ceci? Bon, déjà, on va essayer de comprendre le besoin qu'il y a derrière. L'enfant a besoin de bouger. Donc le fait de courir, ça lui permet d'évacuer ses tensions et de pouvoir s'amuser. Bref, le fait de dire à un enfant ne cours pas, ça peut être très contraignant pour lui. Donc déjà pour deux raisons. Donc le fait qu'il ne comprenne pas forcément ce qu'on vient de dire parce que c'est une formulation négative. Et ensuite le fait qu'il dise au revoir à un de ses besoins, qui est donc de bouger. Donc dire à un enfant de ne pas courir, ça peut être compliqué. Donc on peut remplacer ça. Qu'est-ce qu'on dirait par exemple pour éviter de dire... Donc voilà, marche lentement, on peut lui dire, et on peut lui montrer comment faire. On peut aussi dire, et si on marchait comme le paresseux? Et là, on s'amuse. C'est-à-dire que l'enfant va donc imaginer qu'il est un paresseux et il va marcher lentement. Et on peut lui demander, bah tiens, quel autre animal qui marche comme ça, lentement, tu proposes qu'on imite? Et c'est l'enfant donc qui va s'amuser à ça, et donc il va imiter cet animal, et donc il va imiter cet animal en marchant lentement. Le jeu est un moyen privilégié pour collaborer avec les enfants. Donc, au lieu de ne cours pas, on va lui dire effectivement marche lentement, ou alors marchons main dans la main si tu es d'accord. Et on va proposer peut-être aussi des choix par rapport au jeu, c'est ce que j'évoquais ici, où on peut dire tiens, imaginons que nos mains sont des aimants, tac. Et après les aimants sont attirés, donc on pourra faire ensuite des jeux autour des aimants en activité et lui rappeler donc ce jeu via ces comportements qu'on attend de lui. Voilà, bien dit, formulation marche lentement comme le paresseux. Oui, les enfants adorent en fait faire ces jeux d'imitation. Et nous aussi, en tant qu'adultes, il faut qu'on retrouve aussi notre innocence et notre côté ludique, rentrer dans leur monde, s'amuser avec eux le plus simplement possible en oubliant un peu nos soucis. Et vous allez voir, la collaboration est très 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 facilitée par rapport à ça. Alors, mon fils n'aime pas quand je tourne les choses en jeu, il se fout de moi. Comment ça? Est-ce que vous pouvez m'en dire plus par rapport à ça? Alors, comment reformuler ne pleure pas? Ne pleure pas, c'est difficile pour l'enfant. Déjà, ne pleure pas, c'est surtout peut-être nous qui avons du mal avec les pleurs de l'enfant parce qu'on ne sait pas comment réagir. Donc on est en train de lui dire ce qui nous arrangerait nous
parce que l'enfant est en train de pleurer et qu'on ne comprend pas comment l'aider, le soulager, le réconforter. Et en fait, il n'y a pas grand-chose à faire d'autre que éviter, donc ne pleure pas parce que l'enfant peut comprendre que sa tristesse et ses larmes ne sont pas recevables, ne peuvent pas être accueillis. Donc il risque de se couper de son émotion et de se dire que la tristesse ne sert à rien et n'a pas à être exposé, disons, socialement. Alors que la tristesse, et notamment les larmes, sont là pour appeler à l'aide. Quand nous pleurons et qu'un humain est à côté de nous, bah, l'humain va venir spontanément peut-être nous proposer son aide et nous dire comment je peux t'aider. Donc le fait de dire ne pleure pas à un enfant, c'est lui envoyer un message qui vient un peu en contradiction de la fonction adaptative de la tristesse. Donc plutôt que de dire ne pleure pas, on va lui demander qu'est-ce que tu ressens? Je vois que tes larmes coulent. Et donc rien qu'en décrivant ceci, l'enfant va comprendre qu'on est là et qu'on cherche à comprendre, nous, comment l'aider. Et il va peut-être donc commencer à poser des mots sur ses émotions, mais si la tristesse est trop grosse, il ne pourra même pas parler. Et ou la frustration d'ailleurs, parce que ça peut être des larmes aussi de frustration. Donc vraiment être à côté de lui offrir notre présence, décrire ce qu'on voit. Je vois que j'ai l'impression que c'est difficile pour toi là maintenant. Donc lui offrir cette empathie, et l'enfant qui va se sentir écouté va déjà aller jusqu'au bout de son émotion, c'est important. Les larmes, dans les larmes, il y a en fait le cortisol, l'hormone du stress qui s'évacue du corps. Donc les larmes sont là pour nous équilibrer aussi. Donc pleurer est un besoin pour retrouver cet équilibre. Donc dire à un enfant ne pleure pas, c'est aussi le priver de ça. Donc on va plutôt accompagner son émotion, rester à ses côtés, et une fois qu'il se sentira mieux, qu'on lui aura peut-être proposé un câlin, on va pouvoir parler avec lui et savoir justement d'où venaient ses larmes, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a pensé, qu'est-ce qu'il a ressenti. Et parfois, son expérience, elle date d'il y a quelques heures, voire d'il y a quelques jours. On n'était même pas là quand l'enfant a ressenti une émotion, et elle ressort maintenant. Donc il y a un véritable travail d'enquête à mener, une enquête qui nous concerne, nous adultes, mais qui concerne aussi l'enfant, parce qu'on va l'aider à verbaliser ce qu'il a ressenti alors. J'espère avoir répondu à votre question. Donc oui, les pleurs, plutôt que de dire ne pleure pas, on va plutôt être donc dans l'accompagnement, décrire ce qu'on voit, offrir de la chaleur, de l'attention, se mettre au niveau de l'enfant. Et ces pleurs, s'ils sont là, ce n'est pas pour rien, l'enfant n'est pas en train de faire du cinéma, ça aussi, c'est le genre de croyance qu'il faut arrêter. Euh, et on verra, on va pouvoir enquêter, savoir d'où vient cette émotion et aider l'enfant à verbaliser. On peut aussi utiliser des supports, hein, des supports émotionnels. On va lui dire tiens, montre-moi sur cette affiche comment tu te sens. Et l'enfant va donc peut-être désigner la tristesse, la colère, etc. Je vous montrerai d'ailleurs des supports dans un autre live si vous voulez bien. Alors, ma fille de 4 ans, pleine colère, me dit des mots méchants. Comment réagir avec bienveillance? Alors, ces mots ne vous concernent pas. L'enfant qui ressent de la colère, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est son cerveau émotionnel qui est aux commandes. Cette partie qui réfléchit et qui est intentionnelle est complètement déconnectée. L'enfant est complètement submergé par ses émotions. Donc un enfant qui dit des mots méchants les dit sans intention de faire mal ou quoi que ce soit. Il est dans une impulsivité et il va donc reproduire des mots qu'il a entendus, que ce soit à l'école, ou ailleurs, ou au sein de la famille, ou avec ses amis. Et ces mots-là ne sont pas là pour blesser. Ils sont là parce que l'enfant ne se contrôle plus à ce moment-là. Donc il a besoin qu'on reste à ses côtés et qu'on l'aide à traverser son émotion. Et ensuite, on reviendra justement sur ces mots avec lui et lui dire, voilà, comment pourrais-tu faire lorsque tu ressens de la colère pour que ça se fasse de manière plus bienveillante, c'est-à-dire qu'en gros, on va lui dire, tiens, tu peux souffler, tu peux sauter sur place, tu peux demander à ce que je t'écoute, au lieu que justement, lorsque le débordement est là, que l'enfant se mette à parler avec des mots qui n'ont pour lui aucun sens. Hein. Il va simplement déverser ces mots parce qu'il ne se contrôle plus, et c'est comme nous adultes, quand on est en train d'enfoncer un clou et qu'on se fait mal, on va jurer, on va dire un gros mot. Mais en fait, ce gros mot, il est juste là pour évacuer notre douleur et en fait, il est dirigé contre personne, en gros, quoi. Et souvent, la colère donc, nous fait dire des choses qu'on ne ressent pas, ou en tout cas, nous fait avoir des comportements qui ne sont pas réfléchis. La colère et la réflexion sont aux antipodes. Ne prenez jamais de décision quand vous êtes en colère.
parce qu'elles ne seront pas bonnes, ces décisions. Donc la colère mérite d'être accompagnée et on va aider l'enfant à la canaliser. Et ça demande du temps parce que son cerveau n'est pas mature et que l'enfant a besoin d'accompagnement pour apprendre, en même temps que son cerveau va se développer, apprendre à réguler sa colère. Et donc je reviens sur cette idée de l'enfant qui va dire des mots dont on n'a pas besoin et qu'on n'aime pas entendre. Eh bien sachez qu'ils ne sont pas dirigés contre vous, c'est juste que l'enfant a besoin d'évacuer sa colère et on va lui apprendre, à mesure que son cerveau va se développer, à réguler sa colère, à exprimer sa colère de manière convenable. Alors, justement, ne crie pas. Comment on pourrait dire à un enfant, lorsqu'un enfant, justement, crie, comment on pourrait lui signifier que crier, pour nous, c'est inconfortable. Donc comment on pourrait le faire pour le guider? Donc ne crie pas, c'est une formulation négative. Comme on l'a dit, la formulation négative est difficilement compréhensible pour l'enfant parce qu'il n'arrive pas à inhiber ses gestes, son cerveau est trop immature pour ça. Donc comment faire pour faciliter les choses? Comment lui dire? Donc voilà, on peut lui dire merci Amélie, tu peux parler plus calmement. Ou alors on peut même lui dire nous-mêmes, c'est-à-dire je comprends pas, je ne comprends pas ou je souhaite que tu parles doucement. Et on va le faire doucement, nous aussi, plutôt que de dire ne crie pas. Donc on est en train de lui dire ne crie pas en criant, autant dire que l'enfant, c'est une confusion pour lui. Déjà, il ne comprend pas la négation, et en plus, on est en train de crier pour lui dire de ne pas crier. Donc voilà, donc nous déjà, on va souffler, parce que peut-être qu'on est sous stress, et ensuite, on va formuler ça différemment en disant voilà, je ne comprends pas, je n'ai pas entendu ton message quand tu cries, donc je préfère que tu fasses comme ceci, et on va lui montrer l'exemple. On va lui montrer ce qu'on attend de lui, on va lui parler comme nous souhaiterions qu'il nous parle, en fait. Et le cri, donc comme pour l'adulte, le cri, c'est soit une expression de joie, soit une expression de stress. Donc vous voyez, la cause du cri de l'enfant va être une émotion qui va le déborder. Donc, le fait de lui dire ne crie pas, déjà, il ne va pas comprendre, mais surtout, ou mal comprendre, et surtout, on n'a pas traité la cause. La cause, c'est le stress, l'émotion, et la joie, donc, fait partie des émotions que l'enfant peut exprimer comme ça en criant. Et là aussi, on va pouvoir établir des règles. Lui dire que, à certains moments de la journée, dans certains endroits, eh bien, on parle à ce niveau. Et là, on va aussi utiliser peut-être l'astuce des animaux, en imaginant un animal qui parle, ou un animal qui chuchote, ou quoi que ce soit, et on va dire, voilà, on va parler comme le Ouistiti. Et on va donc s'amuser comme ça à imaginer que le Ouistiti parle. Et donc l'enfant va s'amuser à imiter comme ça cet animal qui est un Ouistiti qu'on va peut-être décrire avec une personnalité justement. C'est un Ouistiti qui est calme, qui parle doucement, et donc l'enfant va s'amuser à imiter cet animal-là. Vous voyez le truc? Donc on va glisser sur du jeu pour éviter et pour faciliter justement avec cet aspect ludique la collaboration avec l'enfant. Ben voilà, une fois mes fils criaient, ouais, Angélique, bon exemple, j'ai crié, arrêtez de crier, ils m'ont dit, ben toi tu cries. Ben oui, forcément, la cohérence, elle est aussi ici. Donc c'est bien d'expliquer à l'enfant aussi ce que je viens de dire, c'est-à-dire que je comprends que tu cries quand tu ressens beaucoup, beaucoup de stress à l'intérieur de toi, quand ça bouillonne, donc on va lui expliquer. Ou alors quand tu ressens une énorme joie, je comprends que tu cries, et donc on peut même, tiens ça aussi c'est un exemple de transformation en règle, on va s'imaginer dans la journée, pendant 1 minute, que tout le monde crie. Ou alors on va dans la forêt, ou j'en sais rien, ou un endroit à l'extérieur, et tout le monde a le droit de crier pendant 1 minute. Comme ça, tout le monde va évacuer ses tensions, et on aura donc cette autorisation à crier dans certains lieux, et même ensemble, et à la fin on pourra même s'éclater de rire, parce que du coup la situation aura été amusante et cocasse, quoi. Alors à partir de quel âge on peut commencer à faire cela? En fait, la formulation positive, c'est dès la naissance, en gros. C'est-à-dire que ne touche pas à ça va être tu as le droit de toucher à ceci, et on va montrer ce qu'on attend à l'enfant. Donc cette formulation positive, le plus tôt est le mieux. L'enfant va progressivement intégrer ces messages, mais le plus tôt est le mieux. Et même pour nous en tant qu'adultes. Parce que, oui, alors le cri de Tarzan, hein, pour Laure, exactement, ça peut être ça. Donc pour nous en tant qu'adultes, le fait d'apprendre à formuler les choses de manière positive,
eh bien c'est un véritable entraînement qui nous invite à nous connecter à ce dont on a besoin et à formuler les choses sous forme de consignes. Donc c'est même pour nous au niveau de notre clarté de réflexion, eh ben c'est plutôt sympa de pouvoir s'habituer à parler positivement. Alors depuis que j'applique vos conseils, ma petite me dit quand elle ressent de la colère et de l'énervement. Génial, super. Ben, merci pour ce retour, Love. Alors, je suis dans quelle région? Je suis vers le centre de la France et pour me consulter, alors je ne fais pas de consultation, donc là aujourd'hui je produis beaucoup de contenu justement. Vous pouvez me rejoindre dans un groupe en revanche qui est privé, qui est sur Patreon, patreon.com et vous pouvez poser vos questions dans ce groupe. Donc c'est patreon.com slash papapositive et donc vous pouvez devenir contributeur et en plus on peut échanger en direct dans ce groupe. Alors, comme je le disais, donc, l'issues, on abordera l'hypersensibilité plus tard. Donc, sachez que tous les conseils que je donne de toute façon sur cette chaîne par rapport à l'accueil des émotions est valable quel que soit le profil de l'enfant. Donc, le fait de l'aider à verbaliser ses émotions, le fait de lui donner des outils pour qu'il puisse justement dire je ressens telle émotion, mon émotion elle est grosse comme ça, qu'il puisse l'exprimer avec son corps, tous ces conseils sur l'accueil des émotions et sur justement l'écoute empathique de l'enfant sont valables quel que soit le profil. Merci Lycieuse. Alors, on l'a dit, donc déjà, on résume. Ne jette pas, on va dire à l'enfant, bah, l'objet reste dans ta main, et on va le répéter, hein, bien entendu. Hein. Et donc, on va lui montrer ce qu'on attend. On va aussi fixer des règles et prendre ce système de photos est sympa. Hein. C'est-à-dire qu'on va prendre des photos, on va peut-être faire des illustrations, et on va les afficher dans la maison pour que l'enfant puisse regarder ce qu'on attend de lui, quelles sont les règles à appliquer dans tel ou tel endroit. Les règles, c'est vraiment très précieux. Ne cours pas, on va plutôt lui dire bah, marche lentement, ou alors si on marchait donc main dans la main, comme si nos mains étaient aimantées, ou encore si on marchait comme le paresseux, et on va proposer à l'enfant, tiens, est-ce que tu connais un autre animal comme ça qui marche lentement, et lui-même va proposer tel animal, et il va imiter cet animal. Donc vous voyez, on peut s'amuser comme ça à collaborer avec l'enfant, et l'enfant va adorer en fait collaborer dans le jeu. Ne crie pas, on va plutôt lui dire effectivement, parle doucement, ou alors quand tu cries, je n'arrive pas à comprendre, j'aimerais que tu parles différemment. Comment pourrais-tu le dire autrement? On peut lui poser comme ça ces questions. Et l'enfant va pouvoir comme ça ajuster ce qu'on attend en termes de comportement. Et on va remarquer, c'est-à-dire qu'on va, merci, on va lui dire, lorsqu'il a réussi à faire quelque chose, on va lui dire, là, tu as parlé normalement. J'ai remarqué que tu as parlé normalement. J'ai apprécié ceci. Donc l'enfant va avoir une preuve de notre attention et surtout va comprendre que ce comportement bah, nous convient et donc il va se sentir prêt à le reproduire. Pour lui, c'est un encouragement, disons. Donc ça, sans rentrer dans les étiquettes ou dans les compliments, mais l'enfant va comprendre que ce qu'il vient de faire est acceptable donc, et surtout qu'il est en train de progresser. On peut lui dire ça. Je vois que tu es en train de progresser. J'ai confiance en toi, je crois en toi. La confiance est très importante là-dessus. Donc voilà pour ces trois premières phrases et ces formulations négatives. D'ailleurs, je m'appuie sur un tableau que j'ai mis à disposition sur Papa Positive et sur la boutique Papa Positive. Donc vous pouvez aussi télécharger ce tableau et nous rejoindre donc sur la communauté Patreon, Patreon /Papa Positive, où on peut donc échanger aussi en direct là-dessus. Oui, donc Tcha-Tcha, exactement. Confiance en soi de l'enfant, estime de soi de l'enfant, tout à fait. Donc les outils, on y reviendra plus tard, Zahatu. Je vous présenterai, je vais en préparer. Je vais préparer plusieurs outils et je vous les présenterai. Je vous expliquerai comment les utiliser et vous pourrez me poser des questions en direct. Donc ça sera sur un prochain live.